Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mercredi 4 octobre 2017. Alors bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien, Luc que je salue également. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, moi je vais très bien, vous ça va aussi, bon bah c'est parfait. Nicole, bonjour, après plusieurs jours d'absence, pouvez-vous me dire si nous avons un bon point d'entrée en achat sur l'IBEX et le Gold? Merci, alors on va y venir. On va y venir, c'est une bonne question pour l'IBEX et pour le Gold, hein. C'est vrai que euh, c'est intéressant les configurations qu'il y a actuellement. Ah si, bonjour à vous également. Alors comme vous avez pu le lire, le dollar qui se replie en raison de la spéculation quant à une nouvelle gouvernance, un remplacement de Janet Yellen par Kevin Warsh. Alors ce n'est pas officiel, c'est juste de la spéculation, mais clairement ça comment dire, ça fait replier le dollar et ça achète des obligations américaines. Voilà, donc les rendements obligataires américains que nous allons voir se sont repliés hier, se sont contractés et voilà, on va voir tout ça en détail. Bonjour à vous Wal, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par l'avertissement égal sur les risques. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Le résumé des séances américaines et asiatiques. Alors le DXY qui clôture à l'équilibre hier, le Dow Jones, le S&P Nasdaq qui progresse, le Dow Jones qui est en haut du podium hier, qui a été en haut du podium hier, pardon. Les rendements obligataires américains qui, comme on peut le voir, se sont contractés de 2 points de base, donc ils sont passés de 2,35 à 2,33 me semble-t-il. Voilà, le rendement à 10 ans, je parle bien. Euh, Pendant la séance asiatique, le yen qui avance, en fait toutes les valeurs qui avancent, il n'y a pas vraiment de direction d'un point de vue du climat, on n'a ni de l'aversion, ni de l'appétit pour risque, il y a un peu des deux. Voilà, c'est assez mitigé, on n'a pas vraiment de biais directionnel avec le graphique qu'on a ci-dessus. Ce qu'on peut voir la tendance, c'est que hier on avait encore l'appétit pour risque, lundi on avait beaucoup d'appétit pour risque. Hier, comme on peut le voir sur ce graphique-là, on voit quand même que l'appétit a beaucoup diminué avec le renouveau, la progression des valeurs à risque. On voit le yen qui avance, le gold qui avance, les rendements obligataires américains qui sont contractés, ce qui veut dire que les obligations sont achetées. Donc on a de plus en plus d'aversion pour le risque ce début de semaine. Alors attention, il faut être prudent, on a quand même des nouveaux records qui sont installés en début de semaine sur Wall Street. Mais voilà, on peut voir quand même que hier, l'euphorie s'est un petit peu calmée. Voilà, c'est euh, c'est le mot. Donc prudence. Je dirais que pour les marchés actions européens, euh, on va voir ça juste après, mais ça devrait être plutôt calme. Pour ce qui est du calendrier économique, alors qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons eu cette nuit sur le yen l'indice PMI services et composites qui, comme nous pouvons le voir, sont sortis en légère baisse, en très légère baisse. Nous aurons à 10h30 pardon, les indices services et PMI services et composites pardon au Royaume-Uni. Viendra ensuite les ventes au détail de la zone euro qui sera assez importante quand même. Et enfin surtout, ça sera l'enquête ADP aux États-Unis qui est attendue, comme vous pouvez le voir, en fort repli. 140 000 créations d'emplois contre 237 000 créations d'emplois. Je vous rappelle, l'enquête ADP représente 20% des contrats privés, des contrats d'emploi dans le privé aux États-Unis. Donc ça donne un avant-goût du NFP sans pour autant que ça soit juste. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'enquête ADP va être en repli que NFP va être en repli. Il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux. Mais voilà, le marché se contente avant le NFP de l'enquête ADP tous les premiers mercredis du mois. 16 heures, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Et enfin les stocks de pétrole brut et le discours à présent de Janet Yellen. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un discours par rapport à la politique monétaire. Donc voilà, rien de normalement il y aura rien d'important. Il peut y avoir des informations qui vont fuiter, qui vont être déduites, mais voilà, c'est pas une décision monétaire. Il n'y a pas de voilà, c'est pas une décision de la Fed. Donc l'impact devrait quand même être assez limité. Bonjour à vous Pierre-Yves, alors bonjour Huawei, j'espère que vous allez bien. Mot sur l'USD Yen, SVP, merci, bonne journée. Alors on va voir ça après. Alors, on passe sur le marché.
Ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui, tout d'abord, c'est ce graphique qui représente le spread, l'écart entre le rendement du 10 ans allemand et le rendement du 10 ans US avec l'euro-dollar. Donc vous avez déjà vu ce graphique auparavant. Je l'ai remis, je l'ai refait voir parce que ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas affiché. Et on peut voir cette corrélation qui est vachement importante. Alors qu'est-ce que nous donne qu'est-ce que nous indique ce graphique? Alors déjà ce graphique nous indique que c'est les obligations, enfin les rendements obligataires qui dirigent le marché. Pourquoi? Parce que le rendement obligataire c'est un impact premier, on va dire c'est oui un impact premier suite aux décisions monétaires et politiques. Donc c'est ceux qui réagissent le plus rapidement et qui ensuite contractent ou décontractent la monnaie unique ou toutes les autres devises. Voilà. Donc on a ce spread obligataire qui est dirigé, qui est influencé par les décisions politiques et monétaires. Alors, le spread 10 ans allemand et 10 ans US. D'un côté, on a l'allemand qui rebondit depuis le début du mois à cause des inquiétudes qui émergent en zone euro. Je fais référence au référendum catalan. On peut voir que le référendum n'a pas arrangé les choses. Il y a eu de nouvelles tensions. Le discours du roi d'Espagne hier soir n'a pas forcément aidé le marché. En tout cas, c'est ce que l'on voit sur les obligations qui, vous voyez, descendent à la dernière mesure. Le spread se contracte. Si le spread se contracte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit le rendement allemand progresse, ou soit le rendement US diminue. Dans notre cas, nous avons surtout un rendement allemand qui progresse. Alors il est extrêmement bas, mais du coup ça réduit l'écart qu'il y a entre le taux du rendement US et le taux du rendement allemand. Voilà. Et du côté des US, eh bien on a des rendements qui sont haussiers également grâce à la spéculation quant à une hausse des taux de la Fed. Voilà, donc si on veut un petit peu détailler, on regarde ce graphique, on compare, on va mettre le 10 ans allemand avec le 10 ans US. On va voir ça ensemble. Alors, le mieux c'est que j'efface cela. Voilà, donc on peut voir, on a ici alors, on va mettre là. Voilà. Donc en haut, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le rendement du 10 ans américain. Et en bas, nous avons le rendement du 10 ans US. Et entre les deux, je vais afficher le spread. Et vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que représente le spread. Pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, le spread, c'est tout simplement l'écart que sépare ces deux rendements. On a un écart, on a une distance entre les deux. La distance entre les deux représente ce spread. Et donc, l'écart qu'il y a entre les deux est variable dans le temps. Vous pouvez voir que ici, j'ai une hauteur. La hauteur ne sera pas la même à ce moment-là. L'écart est plus grand et donc le spread augmente. Je refais un autre exemple. Ici, alors, tac, tac, tac. Voilà, donc, ici, nous avons un écart. Alors, je vais essayer d'être précis. Nous avons un écart ici qui n'est pas le même avec celui-là. Et donc, le spread ne vaut pas la même chose. Voilà, donc le spread, c'est ni plus ni moins que la différence entre ces deux rendements.
il y a un rendement qui va les deux rendements évoluent selon les décisions monétaires et selon les tensions géopolitiques. En l'occurrence, l'allemand progresse en raison des inquiétudes en Catalogne, et ici, il progresse en raison de de la spéculation quant à une hausse des taux de la Fed, tout simplement. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus simple à comprendre pour ceux qui ont eu peut-être du mal à comprendre au début. Alors, qu'est-ce que ça se traduit, Luc? Eh bien, cela traduit tout simplement comme je l'ai dit, les tensions géopolitiques et les décisions monétaires. Normalement, quand on a un resserrement d'une politique monétaire, on a des rendements obligataires qui augmentent. Par exemple, lorsqu'on a eu un quantitative easing de la BCE, eh bien les rendements allemands ont fortement chuté. Regardez ici. Alors, on regarde sur 5 ans. Et vous voyez que pendant, juste avant l'annonce du QE, donc là c'était toute la spéculation quant à une baisse des taux, eh bien, on a eu les rendements qui ont chuté. Et là, c'est la date officielle du QE environ, l'officialisation du QE, et on peut voir qu'ils ont encore chuté. Ils sont même allés dans le territoire négatif. Et plus on a une spéculation quant à une hausse des taux, et plus les rendements augmentent. On regarde le 10 ans américain. Le 10 ans américain, ici on a les rendements qui augmentent suite à l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore? Nous avons alors ici la spéculation qui réaugmente quand il y a une hausse des taux de la Fed. Je vous rappelle que à ce moment-là, alors on va se mettre en journalier et on va se mettre en chandelier. Voilà, à ce moment-là, on a eu la dernière décision des taux de la Fed qui était le mercredi 20 septembre dernier, lorsque Janet Yellen et le compte rendu ont indiqué qu'il y aurait probablement une hausse des taux en fin d'année. Et on peut voir que depuis, les rendements se détendent. Alors qu'à l'inverse, quand on a une politique qui est de plus en plus accommodante, on a des rendements qui diminuent de plus en plus. Voilà. Voilà un petit peu l'explication. Alors c'était une petite aparté, c'était juste pour vous faire voir que au final, pour l'euro-dollar, tout est une question un petit peu de la vision que nous avons de la zone euro et des États-Unis. Alors c'est un petit peu facile de dire comme cela, mais qu'est-ce que fait varier en ce moment le dollar et qu'est-ce que fait varier en ce moment la monnaie unique? Alors pour ce qui est de la monnaie unique, on a la BCE avec une politique monétaire accommodante et concrètement sur l'horizon de quelques semaines, la politique monétaire devrait rester inchangée et on ne devrait pas avoir une spéculation qui va augmenter beaucoup. En plus de cela, on a le risque catalan qui pour le moment est loin d'être résolu. Donc est-ce que ça va augmenter les tensions? Si oui, alors le rendement allemand va progresser. Et de l'autre côté, on a les États-Unis avec le dollar, qui est les deux seules choses. On a la Fed. Est-ce que la Fed va procéder à une hausse des taux en décembre? Probablement oui. Est-ce que la probabilité va de plus en plus augmenter? Si c'est le cas, le marché va se délaisser de plus en plus du marché obligataire américain. Et en plus de cela, on a Moody's qui, avant-hier, a annoncé qu'elle pourrait dégrader la cotation, pardon, des États-Unis, la note de la dette des États-Unis, selon le plan de réforme fiscale de Donald Trump. Parce que le plan de réforme fiscale de Donald Trump repose sur une diminution des impôts, donc baisse des revenus de l'État. Et donc Moody's a indiqué que s'il n'y avait pas une baisse des dépenses de l'État, elle devra dégrader la note des États-Unis. Et vous savez que la note que donne Moody's ou Fitch ou voilà différentes agences de cotation, eh bien, ont un impact important sur les marchés obligataires, parce que ça rend un marché obligataire plus ou moins attractif, plus ou moins sûr. Voilà. Donc, on a différentes choses qui reposent, qui sont un petit peu qui font varier ce spread et qui fait donc varier cet euro-dollar. Donc tout est une question de vision. Si vous avez une vision que la zone euro va aller beaucoup mieux à très court terme
et que à l'inverse, celle des États-Unis va se dégrader, alors vous tablez sur un écart du spread. S'il y a un écart du spread, c'est bénéfique pour la monnaie unique. Et dans le cas contraire, si on a une contraction du spread, eh bien, on a un dollar qui est renforcé. Voilà. Alors, je passe dans le vif du sujet. Je passe dans le vif du sujet. Voilà. Je passe dans le vif. On va passer direct à la plateforme Pro Real Time. Alors, on est sur le DXY, qui donc se replie hier suite à la spéculation quant à une gouvernance de Warsh, Kevin Warsh, à la tête de la Fed. Alors, rien n'est fait. Rien n'est fait, c'est juste de la spéculation. Mais Donald Trump devrait donner sa décision d'ici 2-3 semaines. En attendant, le marché progresse quant à une spéculation, quant à une nouvelle hausse des taux en décembre prochain. Personnellement, je pense qu'il va se stabiliser ce dollar en attendant le NFP, et avec le NFP, il va trouver une nouvelle direction. Soit le dollar reviendra à la moyenne mobile à 50 jours, ou soit il continuera de progresser à 94,71. Mais si on écarte cela, je pense que la probabilité d'une hausse des taux va continuer d'augmenter, et donc dans le fond, ça devrait soutenir le dollar. Donc je suis plutôt haussier sur le dollar à moyen terme. À court terme, je suis plutôt neutre. Voilà, je passe d'haussier à neutre à court terme. L'euro-dollar, eh bien, si je parle du DXY, je parle aussi de l'euro-dollar. L'euro-dollar, du coup, je suis neutre à court terme et je suis baissier à moyen terme. Je suis baissier parce que je pense que la spéculation quant à une hausse des taux de la Fed va prendre le dessus, va continuer d'écarter ce spread. Au final, le rendement allemand va continuer à rester relativement bas et devrait rester inchangé. Et donc, à moyen terme, je pense concrètement que l'euro-dollar va toujours chercher les 1,15. Voilà, il ira chercher les 1,15, c'est mon objectif que j'ai depuis la semaine dernière et il est inchangé. Voilà, faut juste être patient. D'ici quelques semaines, pour moi, ça devrait être fait. L'AUD-USD, alors l'AUD qui progresse grâce à la hausse de l'once-or, la hausse de l'once-or qui, comme vous pouvez voir, rebondit depuis les 1267. Alors on va en parler tout de suite de l'once-or. On a un rebond technique. Concrètement, on a une belle baisse de l'once-or. On a un rebond, le RSI qui arrive sur un niveau de support, le cours qui également rebondit sur les 38,2% de retracement de cette tendance haussière. On a également cette zone de support. Bref, on a simplement un rebond technique. On a un rebond technique, donc voilà, c'est tout à fait normal. J'ai envie de dire que l'once d'or progresse. On a d'autres facteurs également. On a la baisse du dollar qui forcément fait mécaniquement remonter le cours. Et voilà. Donc l'once d'or qui progresse ce matin. Résistance importante à 1280. Voilà. Néanmoins, je garde toujours mon biais baissier. Je garde mon biais baissier parce que, bien comme je vous l'ai dit, pour le mois, la spéculation quant à une hausse des taux de la Fed va continuer d'augmenter, ce qui, dans le fond, fera pression sur l'once d'or. Voilà. Donc, voilà. Si le l'once d'or revient à 1280, je pense que ce sera une opportunité pour passer à la vente en direction des 1270, voire même plus bas. 1250, pourquoi pas. Voilà, donc l'once d'or qui progresse, forcément la corrélation qu'il existe entre l'once d'or et l'AUD, eh bien, est toujours existante, et donc soutient l'AUD. Et en plus de cela, comme je l'ai dit, on a un repli du dollar hier, et aujourd'hui, regardez, moins 0,11% sur le DXY, ce qui fait mécaniquement remonter le cours de toutes les paires majeures. L'AUD-USD est haussier. Néanmoins, je garde mon biais baissier jusqu'à 0,77, étant donné que j'ai des perspectives haussières sur le dollar et des perspectives baissières sur l'once d'or, tout simplement. GBP USD, pareil, rebond grâce au dollar. Voilà. Et la livre qui est plutôt neutre en attendant les PMI manufacturiers et composites publiés à 10h30 aujourd'hui. Le NZD USD qui a atteint sa moyenne mobile à 200 jours rebondit. Encore une fois à cause du dollar. Et voilà, la résistance, elle se situe à 0,72. Néanmoins, j'ai tout de même un biais baissier. J'ai tout de même un biais baissier parce que le dollar néo-zélandais, il n'y a pas vraiment de raison qui progresse actuellement, à part qu'on a une balance commerciale qui progresse, qui s'améliore. L'USD CAD, pareil. Alors l'USD CAD, c'est peut-être la devise qui résiste le mieux à la performance du dollar. Néanmoins, voilà, il est toujours quand même en correction, cet USD CAD. À court terme, il est plutôt neutre. Il oscille entre, 1,2550 et 1,25 et 1,2450, pardon. Donc on n'a pas vraiment de tendance sur du court terme. Encore une fois, moi j'ai plutôt un avis haussier sur le USD CAD à court terme, mais à moyen terme, je garde un biais baissier.
parce que euh, la politique monétaire du Canada n'a pas été totalement pricée, et donc le durcissement de sa politique devrait encore soutenir le CAD et faire pression sur l'USD CAD. Et l'USD Yen, voilà, l'USD Yen qui n'a finalement toujours pas clôturé au-dessus de ces deux obliques, enfin de ces deuxième oblique. Alors oui, hier on a clôturé au-dessus, mais bon, concrètement, on n'a pas de momentum, donc c'est pas une réelle cassure. Voilà, même si théoriquement on a une cassure au-dessus, c'est pas une cassure avec un momentum. Donc voilà, c'est rien du tout en fait. Et là on peut voir qu'en journalier on a un pullback. Donc on n'a toujours pas notre scénario haussier sur le SDY. Enfin, on n'a toujours pas de signal haussier sur le SDN. Néanmoins, vous connaissez mon opinion. Le yen, pour moi, c'est une devise à shorter. Le dollar, en ce moment, il est haussier. Et donc, je pense que le yen atteindra 114. Alors, je regarde les questions. Bonjour, c'est vrai ce que vous dites pour les spreads, mais est-ce que les agences de cotation les regardent? Alors, Philippe, je ne pourrais pas vous dire avec certitude, étant donné que il n'y a aucune information là-dessus. Normalement, les agences de cotation regardent la politique monétaire et la politique euh, du pays. Elle ne regarde pas normalement les spreads parce qu'elle n'est pas là pour elle n'est pas là pour influencer le marché. C'est pas sa décision première. Elle est là juste pour indiquer, pour donner une note à un pays. Est-ce que la Grèce a plus de chances? Est-ce que la Grèce a des risques de ne pas rembourser les personnes qui donnent de l'argent à la Grèce, si oui ou non? Voilà, c'est toute la question qui se pose. La Grèce, Moody's, il me semble, ou Fitch, je m'en souviens plus exactement, récemment a remonté, a amélioré la note de la Grèce, parce qu'elle estime que la Grèce a de plus de chances de rembourser sa dette qu'il y a un an. Voilà. Donc voilà, normalement, ce n'est pas une, ce n'est pas fait pour influencer le marché, c'est plutôt fait pour donner un opinion sur la dette d'un pays, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Si on a par exemple le fameux triple A, c'est la note la plus élevée, ce qui veut dire que, eh bien, le pays a normalement 100% de chance de rembourser. Alors, il n'y a jamais 100% de chance, bien évidemment, mais si on regarde l'Allemagne qui a, il me semble, un triple A, eh bien, l'Allemagne a le rendement obligataire européen le plus bas et l'un des rendements mondiaux le plus bas. Le rendement à 10 ans, il tourne autour des 0,30%. Donc vous imaginez que l'Allemagne emprunte de l'argent sur 10 ans à un rendement net de 0,30%, ce qui est nul. Ce qui est nul, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se battent pour acheter les obligations allemandes, ce qui fait baisser le rendement obligataire. Pourquoi la masse achète ce rendement? Tout simplement parce que elle a un triple A et donc elle est extrêmement fiable. Et puisque le marché obligataire, c'est majoritairement un marché qui est favorable à l'aversion au risque, c'est quelque chose qu'on achète pour avoir des rendements sûrs. Donc c'est pas un actif risqué, à part si on se déplace vers les obligations émergentes ou vers les mauvaises notes. Les mauvaises notes comme la Grèce par exemple. La Grèce, c'est beaucoup plus risqué d'acheter la dette grecque plutôt que de la dette américaine ou allemande. Voilà. Et donc pour revenir à cela, par exemple, même une fois, comme on l'a pu le voir, le rendement allemand est passé dans le territoire négatif. C'est-à-dire que le marché payait, les investisseurs payaient pour donner de l'argent à l'Allemagne. Et le marché payait pour endetter l'Allemagne. Voilà. L'Allemagne avait besoin de fonds, elle empruntait à des taux négatifs. C'est-à-dire que elle empruntait sans rien payer comme intérêt. Au contraire, elle recevait des intérêts du marché. Là, c'est vraiment totalement illogique, mais ça a été le cas en 2016. Voilà. Vous imaginez, vous placez votre argent et vous perdez plus d'argent que vous en gagnez. Ça n'a aucun sens. Voilà. Sauf que ça a été le cas lorsqu'il y a
beaucoup d'aversion au risque, parce qu'il faut mieux perdre un petit peu que perdre beaucoup. Voilà. Donc le marché parfois il n'est pas totalement logique, pense de ce fait-là qu'il faut plutôt perdre un petit peu plutôt que perdre beaucoup, et donc se sont réfugiés sur les actions allemandes. Voilà. Donc voilà. Euh, alors sinon je regarde les questions. Tac tac. Le CAC. Alors je passe sur les marchés actions tout de suite. Bonjour. Que pensez-vous de l'USD-CHF de la part de Catherine? Alors l'USD-CHF. L'USD-CHF est plutôt intéressant en ce moment. L'USD-CHF il est haussier. On a eu notre objectif à la moyenne mobile à 200 jours qui va presque être atteint. Euh, presque été atteint pardon hier à 0,97 et quelques. Vous voyez 0,9788. Donc il a presque été atteint. Moi, je continue d'être haussier sur le SDCHF. Encore une fois, je suis haussier sur le dollar. Le franc suisse, j'ai plutôt une perspective baissière en raison de la politique monétaire. La politique monétaire qui reste accommodante. Donc voilà, le franc suisse, bien qu'il s'apprécie en ce moment grâce à la version pour risque, eh bien, c'est une devise qui est plutôt orientée à la baisse sur du moyen terme. D'un point de vue technique, on a une divergence haussière, comme on peut le voir ici. Des points hauts, des points bas de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus bas. Donc ça diverge entre le prix et l'indicateur. Donc on a un signal haussier sur l'USD CHF. Vous voyez, divergence haussière, l'USD CHF qui va être confirmé cette semaine ou la semaine prochaine. Confirmé ou infirmé. Voilà, donc tout reste à venir sur l'USD CHF. Mes perspectives, c'est de revenir à la parité. Ça nécessiterait bien évidemment une forte spéculation quant à une hausse des taux de la Fed et un franc suisse qui se dégrade fortement. Ce qui veut dire un appétit pour risque extrême. Voilà, donc la parité, je ne sais pas si on va l'atteindre. Si on l'atteint, ça ne sera pas avant 2-3 mois, d'accord? Mais ça montre bien qu'il y a une perspective haussière. En tout cas, d'un point de vue fondamental, il y a plutôt une perspective haussière sur le SDCHF et sur le plan technique également. Voilà. La seule chose qui pourrait contredire ce scénario-là, c'est si on a un inversion pour risque qui est fortement dominant sur le marché. Ce qui serait le cas si on a des nouvelles tensions dominantes entre la Corée du Nord et les États-Unis. Si on a des inquiétudes extrêmes, le franc suisse sera acheté et fera pression sur le dollar. Dans le cas contraire, dans le fond, l'USD-CHF devrait être haussier, devrait revenir à la hausse en direction de la parité. Alors, les différentes stratégies, les différents scénarios avant la parité, on peut utiliser Fibonacci. Donc on a la moyenne mobile à 200 jours, viendra ensuite 0,9882. Voilà, francs suisse. Donc on a ces deux résistances avant la parité. Voilà. Donc billet plutôt haussier, pour résumer. On passe sur les marchés actions. Alors vous voyez le CAC, le DAX qui recule. Là, on n'a pas vraiment d'appétit pour risque ce matin. On a des prises de bénéfices. L'Eurostoxx à 3600. L'Eurostoxx qui quand même s'est apprécié en un mois, de l'ordre de. Alors le 1er septembre, on vient au 30, 29. Voilà, en un mois quand même l'Eurostoxx ça fait près de 5%, ce qui est relativement important. Donc l'Eurostoxx qui continue de progresser ce mois d'octobre, il fait un pullback à 3600, ce qui est plutôt normal. C'est un seuil psychologique et comme je vous l'ai dit hier, et à de multiples reprises d'ailleurs, l'Eurostoxx c'est l'indice qu'il faut trader avec les seuils psychologiques. Il n'y a même pas besoin de niveau technique, de prix de clôture mensuel. À la rigueur, c'est un bonus. Mais voilà, les prix psychologiques sont extrêmement importants sur l'Eurostoxx. Voilà, donc on a cassé les 3006, on a un pullback, tout naturellement. En plus de cela, d'un point de vue des spreads, on l'a vu, on a des tensions qui augmentent, enfin des inquiétudes qui augmentent entre Catalogne et Espagne, ce qui inquiète tous les investisseurs de la zone euro et donc les marchés actions qui se contractent. Le CAC va se replier, je pense, à 5350, voire même 5330 points. Ce qui serait alors une opportunité pour passer à l'achat. D'un point de vue technique, on regarde le RSI qui a touché une résistance de momentum. Regardez ici, sur un peu plus de quasiment 2 ans, vous pouvez voir que le RSI est à un plus haut. Donc voilà, on a un momentum qui devrait s'affaiblir, donc potentiel pullback à 5300. C'est tout à fait possible. Le DAX, c'est pareil.
Regardez la résistance de momentum, on est en plein dedans. On est en plein dedans, donc malgré la divergence haussière, on pourrait avoir un cours qui devrait respirer. C'est normal que qu'une tendance respire, sinon la tendance ne serait pas saine. Donc les phases de pullback, les phases de respiration sont essentielles pour une poursuite de la tendance. S'il n'y a pas de respiration, ça veut dire qu'on aura que le repli sera encore plus important. Voilà, donc c'est normal les phases de repli, les phases de respiration, et là on peut voir que depuis cette impulsion, on n'en a pas vraiment eu, et on peut s'attendre concrètement à ce que le DAX se replie sous ses plus hauts. Vous voyez que le DAX a marqué un nouveau record hier, il n'a pas clôturé à des nouveaux records, alors si, il a clôturé à des nouveaux records, ici le plus haut, donc clôture 12 936, et ici c'était 12 904. Donc on a eu des nouveaux records sur le DAX. Donc c'est normal qu'on a des prises de bénéfices, tout simplement. L'IBEX se replie de moins 1,05%. Je pense que l'IBEX, il faut attendre un petit peu. Comme je l'ai dit, un pullback à 10 000 points serait potentiellement intéressant pour passer à l'achat. Maintenant, c'est pas parce que le DAX, que l'IBEX va toucher 10 000 qu'il faut acheter. Attendons que l'IBEX soit supporté par le seuil à 10 000 points, qu'on ait une divergence en daily ou en H4. Si on a une divergence haussière, ça sera le moment d'acheter. Mais c'est pas parce que l'IBEX va toucher 10 000 qu'il faudra acheter. À part si vous êtes sur du long terme, d'accord, ça se justifie. Mais si vous êtes en swing trading moyen terme, on va attendre la divergence haussière pour passer à l'achat et viser les précédents sommets. Parce que dans le fond, l'IBEX devrait être supporté par l'appétit pour le risque. L'appétit pour le risque qui domine en octobre, de octobre à avril. Donc voilà, concrètement, des marches à action qui se replient ce matin, qui respirent. On peut trouver plusieurs explications à cela. On a le discours du roi d'Espagne qui n'a pas vraiment été vraiment rassurant, qui a plutôt été même menaçant. Hein. On a des indices qui ont fortement progressé en septembre et depuis le début du mois, voilà, depuis le début de la semaine, ils ont fortement progressé également. Donc on a une prise de bénéfice et on peut voir que les momentum avec l'indicateur RSI étaient sous des résistances. Donc c'est normal, voilà, qu'on a des prises de bénéfices. On a plusieurs raisons qui expliquent cela. Donc voilà, plutôt baissier, plutôt un avis baissier neutre. Dans le meilleur des cas, ce sera neutre sur les marchés actions aujourd'hui. Voilà. Voilà, et on termine par le pétrole. Le pétrole, voilà, c'est le scénario. Hein. Le scénario, il aurait pas pu être mieux que cela. Hein. Ça fait depuis une semaine que je dis que le pétrole devrait osciller entre le support à 50 dollars le baril brut et cette oblique baissière qui vient chercher tous les points hauts depuis l'été de 2015. Voilà, donc c'est le cas. Regardez, on a eu un repli sous cette oblique. On a un rebond ce matin sur le support. On va voir si ça va être un rebond qui va revenir à 52 ou si c'est un faux rebond et on va casser 50. Si on casse 50 en journalier, si on a une clôture journalière en dessous de 50, l'objectif sera 49 dollars qui correspond à un support technique à la moyenne mobile à 200 jours et à la moyenne mobile à 50 jours. Voilà. Donc, soit on casse à la baisse et c'est direction 49, soit on rebondit et c'est direction 52. Je regarde les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, tac, on traduit en décalage en boucle. Bonjour, c'est vrai ce que vous dites pour les spreads, mais alors, ça j'ai déjà lu, Philippe. Le CAC est baissé aujourd'hui, est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui, donc voilà, Philippe, j'ai répondu, j'espère, à votre question. Alors, belle introduction pour Pirelli, en dessous du prix d'introduction. Alors, je n'ai pas du tout suivi, pour être honnête avec vous, hein, l'introduction en bourse de Pirelli, donc voilà, je ne pourrais pas commenter cette annonce. Enfin, ce fait. GBPUSD sous résistance, Philippe. Alors, on regarde cela. Sous résistance. Alors, moi, j'ai une résistance concrètement à 1,3313. Là, on est au milieu de nulle part. C'est la livre hein, le marché qui attend, comme je l'ai dit, l'indice PMI manufacturier et composite qui sera publié d'ici une petite heure à 10h30. Voilà, donc la livre elle est inchangée. Sur l'euro GBP on a une configuration qui est intéressante, mais même l'euro GBP regardez plus 0,04%, c'est inchangé. Et le GBP USD plus 0,07%, c'est pareil, c'est inchangé. On n'a pas de tendance sur la livre ce matin.
GBP, l'euro GBP, vous voyez qu'on a une divergence haussière qui n'est toujours pas validée. Donc on attend. Mais si elle est validée, ça sera haussier jusqu'à 0,90. Pour qu'elle soit validée, il faut que le RSI casse 50. Tac. Donc en intraday, Philippe, honnêtement, j'ai pas vraiment de scénario pour le GBP USD. Pour vous, les premières minutes de cotation sont significatives. Ensuite, c'est la clôture, notamment à cause des volumes. Peut-on voir les volumes intraday de la part de Philippe? Alors, tout va dépendre, Philippe, de ce que vous voulez parler. Si vous voulez parler des indices, alors oui, les volumes sont extrêmement importants et également les premières et dernières minutes du marché. Maintenant, pour ce qui est du Forex, bon, il n'y a pas vraiment de première, dernière minute parce que tout va dépendre de la séance sur laquelle on trade et tout va dépendre de la devise. Par exemple, le yen, la séance la plus importante du yen, ça va être pendant la séance asiatique. Parce que les volumes sont faits pendant la séance asiatique. Donc les premières minutes de la séance européenne pour le yen n'ont pas vraiment d'intérêt. D'accord? Ni les dernières minutes, par exemple. Surtout les dernières minutes de la séance européenne, le yen, c'est pas ça qui va faire bouger le marché. Par contre, l'euro, il évoluera pendant ces dernières minutes de la séance européenne. Oui. Donc tout va dépendre de la localisation de la devise. Maintenant, si on parle sur les marchés actions, oui, les premières minutes, je ne dirais pas qu'elle va donner la tendance de toute la journée, mais ça va être quand même significatif. Voilà. On a une ouverture qui est baissière, on aura plus de chances que le marché va clôturer à la baisse plutôt qu'à la hausse. Et j'ai envie de dire, si les marchés asiatiques ont clôturé à la baisse, on a on a plus de chances, que les marchés actions européens clôturent à la baisse également, ou soit en tout cas ouvrent à la baisse. Ça on a plus de probabilité que ça ouvre à la baisse. Donc voilà. Et les volumes, oui, c'est important. Si on a par exemple un breakout, on a une cassure d'un nouveau plus haut, sans volume, c'est pas réellement un breakout. Maintenant, si on a un breakout avec une hausse des volumes, là on a un momentum, une nouvelle impulsion et c'est direction des nouveaux plus hauts. Est-ce qu'on peut les avoir en intraday, les volumes? Peut-être, honnêtement, je pourrais pas vous dire avec certitude. Je vais me renseigner et je reviendrai vers vous. Je sais que vous êtes un habitué, donc dès demain, je vous dirai cela. Le footy doit pas de Pierre-Yves, alors j'y viens tout de suite. Le footy, n'hésitez pas à poser vos dernières questions, le temps que je fasse le footy. Le footy, donc c'est haussier, comme je vous l'ai dit, depuis début de la semaine. Moi, j'ai toujours une opinion baissière, comme vous le savez, parce qu'il y a une divergence baissière d'un point de vue hebdomadaire. Néanmoins, c'est haussier, grâce à deux raisons. On a déjà l'euphorie du marché qui, comme on peut le voir, le DAX qui prend plus de 5% en septembre, le CAC également, l'Eurostoxx également, bref, on a de l'euphorie sur le marché. Et en plus de cela, le footy profite d'une faiblesse de la livre. Regardez le footy, le point bas, le 17 septembre, le GBP USD, le 17 septembre, c'était le point haut. Voilà. Donc c'est pas une coïncidence. C'est pas un hasard, C'est pas un hasard si le GBP USD avait fait son point haut et le footy avait fait son point bas. Donc voilà. Tant que la livre, si vous avez une perspective baissière sur le footy et que vous avez une perspective de hausse sur les marchés à actions d'un point de vue global, ou à Street des marchés à actions européens, alors le footy profitera. Maintenant, si vous pensez que la livre va s'apprécier et que le climat du marché va se tourner plus sur l'aversion au risque, le footy va fortement baisser. Voilà. Moi, je pense qu'à court terme, le footy a assez de jus pour venir chercher cette résistance à 7500, voilà, 7500, 7530. Mais 7500, c'est la résistance importante. Donc, s'il y a des stratégies haussières, ce sera jusqu'à ce niveau de prix. Alors, oui, je parle des indices et pour ajouter les volumes intraday sur les graphiques. Alors, intraday heure par heure, je ne pense pas que ce soit possible. Et honnêtement, c'est pas vraiment important d'avoir des volumes heure par heure. C'est pas très significatif. Les volumes sont importants d'un point de vue journalier. Heure par heure, voilà, ça donne pas vraiment d'indication. C'est sur le graphique journalier que c'est important. Un mot sur le GBP Yen de la part de Wall. Alors, j'y vais tout de suite sur le GBP Yen. Donc on a une livre qui est plutôt baissière, un yen qui est plutôt baissier également. Néanmoins, on peut voir clairement que la livre sous-performe le yen depuis la fin du mois de septembre.
Donc voilà, on a une sous-performance. On avait un objectif baissier depuis les 152 direction 150. On a la cassure. Là concrètement, le prochain support est à 148,29. Donc GBP-Yen, je pense qu'il peut venir chercher les 148,29. D'autant plus que si on regarde le GBP, juste le GBP, le GBP USD, il est baissier. Et le prochain support important sera cette moyenne mobile à 50 jours, puis les 1,30. Donc on a encore une marge de baisse. L'euro GBP est haussier, avec bientôt la validation de la divergence. Enfin, si c'est le cas. Et si c'est le cas, on a l'euro qui devrait progresser, et donc la livre qui devrait baisser. Donc sur différentes paires, on a une marge baissière encore exploitable sur le GBP. Donc GBP Yen, oui pour moi c'est baissier à court terme et ça devrait être le cas jusqu'à 148. Maintenant, je pense pas que à moyen terme le GBP Yen soit très intéressant, tout simplement parce que le Yen est baissier et que le GBP j'ai plutôt une perspective mitigée sur celle-ci. Donc GBP Yen, pour le moment je suis baissier à court terme on va dire jusqu'à 148,40, mais au-delà ça me semble assez compliqué. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous donne donc rendez-vous demain, même heure, même salle de trading pour le prochain point de marché. Et en attendant, rendez-vous sur le site dailyfx.fr pour davantage d'actualités tout au long de la journée, des stratégies dans certains des articles. Et voilà. Merci à vous pour votre attention. Excellente journée et à demain.